Le colis n'était pas le mien. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait quand Karl, notre livreur de quartier, me l'a tendu avec son sourire en coin. L'adresse de l'expéditeur était illisible, le poids semblait bizarre, et l'étiquette disait « Quel goût avaient les juges Johnson » d'une écriture désordonnée. Mauvaise adresse, ai-je demandé, tournant le boîtier de DVD dans mes mains. Non, mec, dit Karl, réajustant sa casquette de baseball. C'est clairement pour toi. Fais-moi confiance là-dessus. Il s'éloigna en sifflotant, et je suis resté là, sur mon allée, comme un idiot, tenant ce que je pensais être l'erreur de quelqu'un d'autre. Emma était à son cours de yoga du soir, du moins c'est ce qu'elle disait, et la maison était trop silencieuse. J'ai pensé que j'allais insérer le disque, voir si je pouvais découvrir à qui il appartenait. Peut-être me moquer de ce film amateur bizarre. Je ne riais plus 30 secondes plus tard. L'horodatage indiquait il y a 3 semaines. L'angle de la caméra provenait de notre système de sécurité de chambre, celui qu'Emma avait insisté pour installer après les cambriolages dans la rue. Elle était sur notre lit, nos draps, dans notre maison. Mais elle n'était pas seule. L'homme avec elle était bâti comme un secondeur, tout en musclé en arrogance. Je l'ai immédiatement reconnu. Travis, son entraîneur personnel de cette salle de sport chic du centre-ville, celui dont elle ne tarissait pas d'éloges depuis des mois. Il m'aide vraiment à me remettre en forme, Nathan, tu devrais le rencontrer un jour. Eh bien, je le rencontrais maintenant. Il bougeait comme s'il l'avait déjà fait, de nombreuses fois auparavant. Le rire d'Emma, celui que j'aimais autrefois, sonnait différemment, plus affamé. Elle lui a dit des choses qu'elle ne m'avait jamais dites. Elle a fait avec lui des choses qu'elle avait cessé de faire avec moi il y a des années. Le pire n'était pas la trahison. C'était la conversation d'après. Quand vas-tu lui dire, a demandé Travis, en enfilant sa chemise. Lui dire quoi? Que son salaire d'ingénieur logiciel ne peut pas rivaliser avec tes talents? Emma a ri. Cette pointe de cruauté que j'entendais plus souvent dernièrement? Nathan est inoffensif. Mou. Il ne le découvrira jamais. Et même s'il le fait, qu'est-ce qu'il va faire? Écrire du code en colère. Et s'il le découvre? Alors je m'en occuperai. Je travaille au RH, tu te souviens? Je sais exactement comment faire disparaître quelqu'un de sa propre vie. Je suis resté assis pendant 2 heures à regarder le disque tourner en boucle. Au 3e visionnage, quelque chose avait changé en moi. Le Nathan qui était entré dans ce salon n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus froid, quelqu'un qui avait compris qu'être doux et être faible étaient 2 choses très différentes. Emma est rentrée à 21h30, s'étirant de manière théâtrale dans l'embrasure de la porte. Super court ce soir, dit-elle, évitant mon regard. J'ai vraiment bien transpiré. Je parie que oui, elle fit une pause, quelque chose passa rapidement sur son visage. Tu vas bien? Tu as l'air différent. J'ai brandi le boîtier de DVD. Livraison intéressante aujourd'hui. Le sang lui a fui le visage, mais elle s'est vite reprise. Emma avait toujours été douée pour réagir au quart de tour. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle, s'approchant de moi les mains levées comme si elle approchait un animal dangereux. Nathan, quoi que tu penses avoir vu. Je pense que j'ai vu ma femme se taper son entraîneur dans notre lit pendant qu'elle planifiait de détruire ma vie. Elle grimaça à mon langage. Je ne jurais jamais. Le bon vieux Nathan fiable n'utilisait pas de mots comme ça. Ce n'est pas ce que ça a l'air, commença-t-elle, mais j'ai levé la main. Emma, j'écris du code depuis 15 ans. Je reconnais une erreur logique quand j'en vois une. Tu ne peux pas déboguer un mensonge en écrivant plus de mensonges. C'est là que son masque tomba complètement. D'accord, clama-t-elle, croisant les bras. Oui, c'est vrai. Travis et moi, nous nous voyons. Mais à quoi t'attendais-tu, Nathan? Tu es ennuyeux. Tu es prévisible. Tu gagnes un argent décent et tu es sûr. Mais la sécurité ne me fait pas me sentir vivante. La sécurité ne paie pas la maison dans laquelle Travis pense apparemment emménager. Comment as-tu? Elle se reprit. Écoute, nous pouvons gérer ça comme des adultes. Le divorce n'a pas besoin d'être chaotique. Nous pouvons partager les choses équitablement. Équitablement? Je me suis levé et pour la première fois en 10 ans de mariage, Emma a reculé d'un pas, tu veux parler d'équité? L'équité aurait été d'avoir cette conversation avant de commencer à enregistrer des auditions pour le remplacement d'une femme dans notre chambre.
Ne sois pas dramatique et n'ose pas essayer de me menacer. Je ne menace personne. Je dis juste que c'est intéressant de voir à quelle vitesse l'équité devient l'option préférée une fois que le tricheur est pris. Le téléphone d'Emma vibra. Elle y jeta un coup d'œil et son expression se durcit. Travis vient chez nous me chercher. Je reste chez lui ce soir. Comme c'est gentil. Il pourra rencontrer le mari qui l'a rendu cocu au cours de la dernière année. Ça ne fait pas un an, dit-elle automatiquement, puis réalisa son erreur. Oh, bien. Seulement 8 mois, alors. Ça rend les choses tellement meilleures. 20 minutes plus tard, un pick-up noir s'arrêta dans notre allée. Travis en sortit, ressemblant au fantasme de rébellion de toute femme de banlieue. Jean Moulant, veste en cuir, le genre d'assurance qui vient de ne jamais avoir à se sortir d'un problème par le code. Il s'approcha de notre porte d'entrée d'un pas arrogant comme s'il était le propriétaire des lieux. Peut-être que dans son esprit, il l'était déjà. Vous devez être Nathan, dit-il quand Emma le laissa entrer. Sa poignée de main était agressive, une pure affirmation de dominance. Emma m'a beaucoup parlé de vous. Je parie qu'elle l'a fait, mais je suppose qu'elle a omis certains des détails plus récents. Travis parut confus, mais Emma s'interposa entre nous. Nous devrions y aller, dit-elle rapidement. En fait, dis-je. Avant de partir, j'ai une question pour Travis. Nathan, non. Depuis combien de temps comptez-vous emménager dans ma maison? Le sourire narquois confiant de Travis flancha. Quoi? C'est une question simple. Sur la vidéo, vous deux discutiez de la logistique du calendrier. Quand tu as dit que son nom serait retiré de l'acte de propriété, tu semblais plutôt sur des détails. Emma attrapa le bras de Travis. Nous partons maintenant. Mais Travis me regardait avec un nouvel intérêt, comme s'il me voyait pour la première fois. Vous nous avez enregistré? Je n'ai rien enregistré. Quelqu'un m'a livré un enregistrement. Il y a une différence. Qui? J'ai haussé les épaules. Est-ce que ça compte? Le contenu parle de lui-même. Travis fit un pas vers moi, mais je ne reculai pas. Peut-être qu'Emma avait raison de dire que j'étais mou, mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des dernières heures. Les choses douces peuvent être étonnamment difficiles à briser. Tu te crois malin, dit Travis. Je crois que je suis au chômage. Ça l'arrêta. Quoi? Je crois que quand Emma demandera le divorce et affirmera que j'étais violent, ce qu'elle va faire d'après ce que j'ai entendu sur cet enregistrement, je perdrai probablement mon emploi. Les services RH n'aiment pas les accusations de violence domestique, même fausses. Je crois que je perdrai ma maison, la majeure partie de mon argent, et probablement ma réputation. Emma et Travis échangèrent des regards. Mais voici ce que je pense que vous n'avez pas réfléchi, ai-je continué. Quand vous détruisez entièrement la vie de quelqu'un, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il fera descendre. 3 jours plus tard, Emma a appelé la police. J'étais au travail en train de déboguer une corruption de base de données d'un client lorsque 2 officiers se sont présentés à mon bureau. Tout le monde a regardé pendant qu'ils me faisaient sortir menotter. Emma avait déposé une ordonnance de restriction, affirmant que je l'avais menacée, elle et Travis, de violence. Il a dit qu'il allait nous faire payer, a-t-elle dit à la juge, les larmes coulant sur son visage. Il n'a jamais été violent avant, mais quelque chose a changé. Il est devenu différent. En colère. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. La juge, une femme à l'air fatiguée d'une 60aine d'années, a accordé l'ordonnance de restriction temporaire et a fixé la caution à 5 000 $. J'ai passé une nuit au dépôt de la prison du comté, partageant une cellule avec un gars nommé Rico qui était là pour des amendes de stationnement impayées. Les femmes, dit Rico quand je lui ai raconté mon histoire. Elle te sourit pendant qu'elle te poignarde, puis appelle les flics quand tu saignes sur leur robe. Elle n'a pas tort de dire que je suis différent, ai-je dit. Différent comment? Je pensais qu'être une bonne personne signifiait être faible. Il s'avère que je me trompais. Rico rit. Frère, la meilleure vengeance est de bien vivre. Non, dis-je, pensant au rire d'Emma sur cet enregistrement, à la démarche confiante de Travis. La meilleure vengeance est de bien vivre pendant que, non. Cette nuit-là, seul dans cette cellule, j'ai reçu une note passée par un autre détenu. L'écriture était en lettres capitales, soignée et délibérée. Astérisque, elle a déposé les papiers. Ton nom est retiré.
Son nom est sur la maison maintenant, astérisque, j'ai fixé la note jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Emma avait planifié ça. Toute cette histoire, l'affaire, les accusations, l'ordonnance de restriction, tout était chorégraphié. Pendant que j'assimilais la trahison, elle exécutait un plan d'affaires. Alors, c'est comme ça. Très bien. Voyons comment il me gère en liberté. Je fus libéré sous caution le lendemain matin et me suis rendu directement à la seule personne que je connaissais qui pourrait comprendre les aspects techniques de ce que je planifiais. Lenny Patterson, mon ancien collègue et actuel burn-out professionnel. Lenny vivait dans un appartement en sous-sol qui sentait les boissons énergisantes et la défaite. Il avait été viré de notre entreprise 6 mois plus tôt pour « interprétation créative des protocoles de sécurité réseau », ce qui était le langage corporatif pour pirater des trucs qui ne lui appartenaient pas. « Nathan », dit-il en ouvrant la porte, l'air vraiment surpris. « J'ai entendu parler de ta situation. Coup dur, mec. J'ai besoin d'aide. Aide juridique ? Parce que je connais un gars. Aide technique. » Son expression changea, devint plus alerte. Quel genre d'aide technique ? Le genre qui aide un homme doux à obtenir une preuve irréfutable. Le sourire de Lenny fut la première chose authentique que j'avais vue depuis des semaines. Entre. Parlons-en. Son appartement était un hôtel de la paranoïa de la surveillance. Plusieurs moniteurs, des disques durs empilés comme des blocs de construction, des câbles courant le long des plaintes comme du lierre électronique. Il traquait l'activité du quartier depuis des années, en partie par ennui et en partie parce qu'il était convaincu que l'association des propriétaires menait une sorte d'entreprise criminelle. J'ai des flux de 17 sources différentes dans un rayon de 2 km, dit-il, affichant une interface complexe sur son moniteur principal. Caméra de circulation, caméra de sonnette, le système de sécurité du café, même certains des téléviseurs intelligents que les gens n'avaient jamais sécurisés correctement. Et ma rue ? Oh, ta rue est couverte, y compris ta maison. Mon cœur s'arrêta. Quoi ? Mec, tu te fais manipuler depuis des mois. J'ai des images de ce colosse qui vient et repart de chez toi comme s'il avait une clé, ce qu'il a, d'ailleurs. Emma lui en a donné une en mars. Tu regardais ma maison depuis des mois et tu ne m'as rien dit. Lenny haussa les épaules. Tu n'as jamais demandé. En plus, je pensais que tu savais. Je veux dire, le gars n'était pas exactement subtil. Il afficha une vue calendrier, chaque jour marqué de petites icônes indiquant l'activité. Il y avait des dizaines d'entrées. Ça, c'est de la semaine dernière, dit-il en cliquant sur un fichier vidéo. Ta femme et capitaine Boisson Protéinée discutant de leur plan post-divorce. Emma et Travis étaient dans ma cuisine, buvant du café dans mes tasses, parlant comme s'ils étaient déjà mariés. L'avocat dit, Emma disait, nous pouvons alléguer des abus émotionnels. Nathan ne m'a jamais levé la main, mais nous pouvons construire un récit. Il a été retiré, hostile, faisant des commentaires menaçants. Et s'il se bat ? Avec quoi ? Il n'a aucune preuve de l'aventure. Et même s'il en avait, le divorce sans faute signifie que cela n'a pas d'importance légalement. J'aurai la maison, la moitié de sa retraite, et probablement une pension alimentaire puisque je prétendrai que ces abus m'ont forcé à quitter mon emploi. Et ensuite, nous vendrons cet endroit et achèterons quelque chose de plus grand. Ta salle de sport marche bien. Mon règlement sera substantiel, et Nathan sera trop brisé pour causer des problèmes. Travis rit. Le pauvre imbécile pense probablement encore qu'il peut réparer ça. Nathan pense que la vie est comme du code, dit Emma. Il pense qu'il y a toujours une solution logique, toujours un moyen de déboguer le problème. Il ne comprend pas que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines choses sont destinées à être supprimées. Je me suis vu disparaître de ma propre vie en temps réel. Il y a plus, dit Lenny. Tu veux voir jusqu'où va ce terrier de lapin ? Au cours des 2 heures suivantes, il m'a montré des preuves d'un complot qui faisait passer ma trahison initiale pour un délit. Emma n'avait pas seulement trompé. Elle avait systématiquement documenté nos problèmes conjugaux, créant une trace écrite qui me dépeignait comme un mari de plus en plus instable. Elle avait enregistré nos conversations, les éditant pour en supprimer le contexte, ne conservant que les parties où je semblais frustré ou en colère. Elle avait raconté à ses amis des histoires soigneusement élaborées sur mon comportement contrôlant et ma distance émotionnelle. Elle avait même commencé à voir un thérapeute, non pas pour obtenir de l'aide, mais pour créer une documentation professionnelle de ses craintes concernant notre mariage. C'est en fait assez brillant,
dit Lenny avec une admiration à contre-cœur. Diabolique, mais brillant. Elle construit un dossier contre toi depuis des mois. Et Travis? Oh, il a sa propre activité secondaire. 3 autres femmes marient. Et, toutes pensant qu'elles sont sa fille spéciale. De plus, il utilise son accès d'entraîneur pour voler des informations financières de clients. Vol d'identité, fraude par carte de crédit, tout le tralala. Tu as des preuves, mon frère? J'ai assez de preuves pour l'envoyer en prison pour 5 ans. La question est, qu'est-ce que tu veux en faire? J'ai fixé les écrans, les preuves de la trahison calculée de ma femme, les preuves des crimes de son amant. L'ancien Nathan les aurait remis à la police, aurait fait confiance au système pour rendre justice. Mais l'ancien Nathan était parti. Je veux les regarder brûler, dis-je. Mais je veux qu'ils allument eux-mêmes la mèche. Le sourire de Lenny était large et légèrement déséquilibré. Maintenant, vous parlez ma langue. Nous avons passé la semaine suivante à mettre en place ce que Lenny appelait l'infrastructure. Connexion Internet intraçable, canaux de communication cryptés, et, le plus important, un réseau de surveillance à rendre la NSA jalouse. La clé, expliqua Lenny alors qu'il installait des caméras microscopiques autour de mon quartier, c'est la patience. Nous n'allons pas les frapper tous en même temps. Nous allons les laisser se pendre un à un. La première corde fut la routine de salle de sport de Travis. Tous les mardis et jeudis, il s'entraînait dans le même centre de fitness haut de gamme où il avait rencontré Emma. Il avait son propre rituel. 30 minutes de musculation, 20 minutes de cardio, puis une longue douche où il appelait ses diverses petites amies pour coordonner sa rotation hebdomadaire. C'est lors d'un de ces appels sous la douche que l'enregistreur caché de Lenny a capté quelque chose d'intéressant. « Écoute ça », dit Lenny, rejouant la conversation de Travis avec quelqu'un nommé Ashley. « Oui, bébé. Je passerai vendredi soir, disait Travis. Dis juste à ton mari que tu travailles tard à nouveau. Il est aussi naïf que Nathan l'était. Et s'il le découvre? Alors je m'en occuperai de la même manière que j'ai géré Nathan. Ces gars de banlieue sont tous les mêmes. Mous, effrayés, désespérés d'éviter la confrontation. Une menace de violence et ils se dégonflent comme des costumes bon marché. Tu as menacé Nathan. Pas eu besoin. Emma l'a fait pour moi. Déposer cette ordonnance de restriction. Prétendez qu'il était dangereux. Le gars essaie probablement encore de comprendre ce qui lui est arrivé. Ashley gloussa. Tu es horrible. Je suis efficace. D'ici Noël, j'aurai la maison d'Emma, l'argent de Nathan, et la femme de ton mari. Pas mal pour un an de travail. J'ai écouté l'enregistrement 3 fois avant de parler. Il pense que j'ai abandonné. Peux-tu le blâmer? De son point de vue, tu as disparu. L'ordonnance de restriction a fonctionné. Tu ne contestes pas le divorce et Emma emménage déjà avec lui. Quel est son emploi du temps? Réglé comme une horloge. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'introduire du chaos dans son système. Ce jeudi-là, j'ai attendu sur le parking de la salle de sport jusqu'à ce que Travis finisse son entraînement. Je ne l'ai pas confronté. Cela aurait violé l'ordonnance de restriction et confirmé le récit d'Emma sur mes tendances violentes. Au lieu de cela, je lui ai laissé un cadeau. Quand Travis est sorti pour aller à son pick-up, il a trouvé tous ses pneus lacérés en croix. Mais ce n'était pas le message. Le message était ce que j'avais laissé sur son pare-brise, une photo imprimée de lui avec Ashley, horodatée du vendredi précédent, accompagnée de l'adresse de son domicile, et une note qui disait « Assez doux pour rester silencieux. Pas assez stupide pour rester aveugle. » J'ai regardé de l'autre côté du parking alors que Travis trouvait la photo. Sa démarche confiante disparut instantanément. Il a regardé autour de lui frénétiquement, puis a sorti son téléphone et a passé 3 appels rapides. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais son langage corporel criait la panique. La photo avait été prise à travers la fenêtre de la chambre d'Ashley. Travis saurait que cela signifiait que quelqu'un regardait, que quelqu'un avait accès, que quelqu'un jouait un jeu plus long que ce qu'il avait anticipé. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal est arrivé 2 jours plus tard quand Carl, notre livreur de quartier, a fait une autre livraison spéciale. Je l'ai intercepté au bout de ma rue, là où l'ordonnance de restriction ne pouvait pas m'atteindre. « J'ai un autre colis pour vous, » dit Carl, avec ce même sourire en coin. « Oh, de la part de qui ? » Disons simplement, quelqu'un qui apprécie la bonne télévision.
Ce DVD était étiqueté « La suite ». Vous n'êtes même pas le personnage principal. Je l'ai ramené au sous-sol de Lenny et nous l'avons regardé ensemble. Cette fois, les images ne provenaient pas de ma maison. Elles provenaient de l'appartement de Travis, et ce n'était pas seulement Emma qui le divertissait. Putain de me. RDE, murmura Lenny. Ce type gère une opération à service complet. L'horodatage montrait le lundi soir, la même nuit où Emma m'avait dit qu'elle dînait avec sa sœur. Elle était là, mais une autre femme aussi. Elle passait à tour de rôle avec Travis comme s'il était une sorte de système de divertissement rotatif. Emma ne sait pas pour l'autre femme, dis-je. Et l'autre femme ne sait pas pour Emma. Mais maintenant, je sais pour elles deux. Qu'est-ce que tu penses? Je pensais au sourire confiant d'Emma quand elle m'avait signifié les papiers du divorce. Je pensais à la démarche arrogante de Travis quand il m'avait serré la main dans ma propre maison. Je pensais à la façon dont ils avaient sous-estimé l'homme doux avec le travail ennuyeux et la vie prévisible. Je pense qu'il est temps de les présenter l'un à l'autre. Le dispositif était élégant par sa simplicité. Un seul courriel anonyme envoyé aux deux femmes depuis un compte intraçable avec des photos de l'emploi du temps à double réservation de Travis et un message simple, astérisque il vous a dit que vous étiez spécial. Il lui a dit la même chose. Même jour, même lit, même mensonge. J'ai pensé que vous devriez savoir astérisque j'ai envoyé les courriels le mercredi soir et j'ai attendu. Jeudi matin, le réseau de surveillance de Lenny a capté Emma déboulant dans l'appartement de Travis. Elle avait une clé, alors elle est entrée, s'attendant probablement à le trouver seul. Au lieu de cela, elle l'a trouvé au lit avec Ashley. La qualité audio n'était pas parfaite, mais nous pouvions entendre suffisamment. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a crié Emma. « Emma, attends, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu me trompes pendant que je trompe mon mari pour toi. » Ashley n'avait apparemment pas été informée de la situation matrimoniale d'Emma. « Tu es marié » hurla Ashley. « C'est compliqué, commença Emma. « Non, ça ne l'est pas, » dit Travis, et j'ai pu entendre le désespoir dans sa voix. « Écoutez, nous sommes tous des adultes ici. » N'ose pas, Emma le coupa. N'ose pas essayer de gérer cette situation. Ce qui a suivi fut 20 minutes du genre de crise de nerfs qui met fin aux relations et lance des poursuites. Emma a accusé Travis de l'utiliser pour avoir accès à mes biens. Ashley les a tous deux accusés d'être des psychopathes. Travis a accusé tout le monde d'être irrationnel. À la fin, tous les trois étaient célibataires. Mais je n'en avais pas fini avec aucun d'entre eux. La procédure de divorce se déroulait sans accroc pour Emma jusqu'à ce jeudi-là. Elle était confiante, préparée, armée de son récit soigneusement élaboré sur mon comportement abusif et son besoin de soutien financier pendant sa convalescence suite à un traumatisme émotionnel. Puis son avocat a reçu un colis intéressant. Maître Patterson, l'avocat d'Emma, m'a appelé ce vendredi-là. Je pense que nous devons discuter de nouvelles preuves qui ont été révélées. Le colis contenait des images de surveillance horodatées d'Emma et Travis ensemble remontant à 8 mois. Il contenait également des relevés financiers montrant qu'Emma avait transféré de l'argent de notre compte joint à l'entreprise de Travis pendant 6 mois, totalisant près de 30 000 $. Et il contenait des enregistrements audio d'Emma discutant de son plan de m'accuser à tort d'abus émotionnels. D'où cela vient-il, a demandé son avocat lors de notre réunion d'urgence. Je n'en ai aucune idée, ai-je dit honnêtement. Je vis dans le sous-sol de mon ami depuis l'ordonnance de restriction. Je n'ai pas accès à l'équipement de surveillance. Emma était assise en face de moi, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. La femme confiante et bien mise qui m'avait signifié les papiers du divorce était partie, remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin qu'elle n'était pas la seule joueuse dans ce jeu, c'est une surveillance illégale, dit-elle. Ça ne peut pas être utilisé au tribunal. En fait, dit mon avocat, avec une satisfaction à peine dissimulée, la plupart de ces éléments semblent avoir été enregistrés dans des lieux publics ou avec un consentement approprié. Les relevés financiers sont des documents bancaires légitimes. Et les enregistrements audio semblent avoir été réalisés avec la connaissance d'au moins une partie, ce qui les rend légaux dans cet état. Nathan a fait ça, dit Emma, me fixant avec un mélange de haine et de peur. Il nous espionnait. Je vis dans un sous-sol, Emma. Je n'ai même plus de voiture. Mes comptes bancaires sont gelés. Je n'ai pas le droit de m'approcher de toi à moins de 100 mètres. Et je fais face à des accusations criminelles potentielles basées sur tes allégations. Quand exactement aurais-je eu le temps d'orchestrer une opération de surveillance? Mais elle avait raison.
bien sûr, j'avais fait ça. Pas directement, pas personnellement, mais j'avais mis les choses en marche. La différence était que maintenant, pour la première fois depuis le début de ces cauchemars, Emma ne pouvait pas le prouver. L'ordonnance de restriction était basée sur de fausses prémices, a continué mon avocat. Compte tenu de ces nouvelles preuves d'adultère, de fraude financière et potentiellement de parjure, je pense que nous devons reconsidérer l'ensemble de la base de ces procédures. L'avocat d'Emma avait déjà l'air de vouloir se retirer de l'affaire. Nous devons discuter de nos options, dit-il à Emma. Quelles options, clama-t-elle. Il a d'une manière ou d'une autre retourné la situation contre moi. Les preuves suggèrent que vous avez commis plusieurs crimes en déposant cette demande de divorce. Ce n'est pas quelque chose que votre mari vous a fait. C'est quelque chose que vous vous êtes fait à vous-même. J'ai regardé le visage d'Emma alors que la réalité la frappait. Elle avait bâti son dossier en partant du principe que j'étais trop mou, trop brisé, trop vaincu pour riposter. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité que double et vaincu puissent ne pas être la même chose. Ce n'est pas fini, me dit-elle alors que nous quittions le tribunal. Oui, ça l'est, répondis-je. Tu ne le sais pas encore. Mais Emma était plus pleine de ressources que je ne lui avais accordées. La semaine suivante, elle s'était regroupée et était prête pour le deuxième round. Elle a commencé par s'en prendre à ma réputation. Emma travaillait au RH, ce qui signifiait qu'elle savait comment détruire la vie professionnelle de quelqu'un sans laisser de traces. Elle a commencé à appeler mes clients, mes collègues, même mes anciens professeurs, dépeignant l'image d'un homme instable devenu dangereusement obsédé par l'idée de punir son ex-femme. Nathan a toujours été intense, leur disait-elle. Mais dernièrement, il est devenu véritablement effrayant. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire ensuite. Elle prenait soin de ne jamais faire d'accusations spécifiques qui pourraient être prouvées fausses. Au lieu de cela, elle semait le doute, laissait l'imagination des gens combler les lacunes. C'était un assassinat de caractère déguisé en avertissements inquiets. En une semaine, 2 de mes plus gros clients avaient résilié leur contrat. Mon patron m'a appelé pour un « bilan de bien-être », qui était en réalité une pêche aux informations pour voir si je devenais un fardeau. Même Lenny a commencé à s'inquiéter. Elle est douée pour ça, a-t-il admis alors que nous regardions ma réputation professionnelle s'effondrer en temps réel. Diabolique, mais douée. Elle fait une erreur, cependant. Laquelle? Elle suppose que je me soucie toujours des mêmes choses qu'avant. L'ancien Nathan aurait été dévasté par la perte de sa carrière, de sa réputation, de sa place dans la communauté. L'ancien Nathan s'était défini par son succès professionnel et sa position sociale. Mais l'ancien Nathan avait aussi cru que sa femme l'aimait, que son mariage était solide, qu'être une bonne personne suffisait à le protéger des mauvaises personnes. Le nouveau Nathan avait compris que quand quelqu'un brûle toute votre vie, vous ne reconstruisez pas la même maison. Vous construisez quelque chose d'ignifuge. J'ai commencé par Travis. Son entreprise de salle de sport était bâtie sur une image soigneusement élaborée de succès et de fiabilité. Ses clients étaient principalement des femmes riches de banlieue qui payaient des tarifs premium pour le fantasme d'attention personnelle d'un professionnel du fitness qui les faisait se sentir spéciales. Mais Travis avait commis une erreur critique dans sa sécurité opérationnelle. Il tenait des enregistrements détaillés des informations personnelles de ses clients. Pas seulement les noms et adresses, mais les détails familiaux, les situations financières, même des potins sur leur mariage et leurs relations. Cela faisait partie de sa stratégie de séduction, savoir quel client était vulnérable et pourquoi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Lenny avait eu accès à sa base de données clients il y a des mois. C'est une mine d'or, dit Lenny, faisant défiler les fichiers de Travis. Ce type a des dossiers compromettants sur la moitié du quartier. Et maintenant, il va découvrir ce que ça fait quand la saleté se retourne contre lui. Le plan était simple. Rendre le comportement de prédateur de Travis public, mais le faire d'une manière qui semblait que sa propre arrogance avait causé l'exposition. J'ai commencé par créer un faux compte de médias sociaux pour Ashley Parker, la plus récente conquête de Travis, et j'ai commencé à poster ce qui semblait être des photos d'entraînement innocentes et des citations de motivation. Mais enfouis dans les métadonnées de l'image se trouvaient des coordonnées, des horodatages et des références codées que seule une personne ayant des connaissances techniques comprendrait. Puis j'ai attendu que Travis morde à l'hameçon. Cela n'a pas pris longtemps. Travis était pathologiquement incapable de résister à une occasion. On de se montrer, surtout en ligne. Quand il a vu les publications d'Ashley sur son incroyable nouveau parcours de remise en forme, il n'a pas pu s'empêcher de commenter,
partageant des détails sur leur séance d'entraînement qui révélaient bien plus que ce qu'ils n'avaient l'intention. Belle allure, bébé. J'ai hâte de notre séance privée demain. J'apporterai le shake protéiné. Le problème était qu'Ashley Parker n'existait pas, ce qui signifiait que Travis flirtait publiquement avec un fantôme. Et puisque le compte était évidemment faux pour quiconque y regardait de près, cela donnait à Travis l'air d'être soit un complet idiot, soit quelqu'un qui était à l'aise de mener ses affaires par la tromperie. Mais le vrai piège résidait dans les abonnés du compte. J'avais soigneusement préparé une liste qui incluait plusieurs des vrais clients de Travis, leur mari, et diverses autres personnes dans leur cercle social. Quand Travis a commencé à poster des commentaires de plus en plus explicites à sa fausse petite amie, il le faisait devant un public qui incluait les femmes avec lesquelles il trompait activement. Les dominos sont tombés rapidement après cela. D'abord, 2 de ses clients l'ont confronté au sujet de la situation d'Ashley Parker. Travis a essayé d'expliquer qu'il avait été piégé, par hameçonnage, mais l'explication ne le rendait que plus pathétique. Ces femmes le payaient pour des services professionnels de fitness, pas pour le regarder se faire arnaquer par des fantasmes internet. Puis leurs maris se sont impliqués. L'un d'eux était un avocat qui a décidé que l'accès de Travis aux informations personnelles de sa femme, combiné à son comportement en ligne, constituait une menace potentielle. Il a déposé des plaintes auprès du conseil d'administration des licences de l'État et du Better Business Bureau. En une semaine, la salle de sport de Travis faisait l'objet d'une enquête pour conduite non professionnelle. Sa compagnie d'assurance l'a lâché. 3 de ses plus gros clients ont résilié leur contrat et exigé des remboursements. Mais le coup de grâce est venu d'une source inattendue. Carl, notre livreur de quartier. Il s'est avéré que Carl avait tout documenté pendant des mois, non seulement pour me rendre service, mais parce qu'il construisait un dossier pour un procès civil. Travis utilisait ses relations avec des femmes mariées pour obtenir des informations internes sur leur famille, leurs horaires, leurs objets de valeur. Il partageait ensuite ces informations avec ses contacts criminels, qui les utilisaient pour planifier des cambriolages et des stratagèmes de vol d'identité. Carl avait des preuves de l'implication de Travis dans au moins 6 crimes différents. Il attendait le bon moment pour les apporter à la police. Et l'effondrement public de Travis à cause du faux compte Ashley Parker a fourni l'ouverture parfaite. Je surveille ce minable depuis 8 mois, m'a dit Carl quand il m'a livré la nouvelle. Il pensait qu'il était si malin à jouer toutes ces femmes les unes contre les autres, mais il n'a jamais remarqué le livreur. Travis a été arrêté un mardi matin, en pleine séance d'entraînement avec l'un de ses rares clients restants. Les accusations comprenaient le vol d'identité, le cambriolage, l'association de malfaiteurs, la fraude et environ une demi-douzaine d'autres crimes. Alors qu'il l'emmenait menotter, Travis m'a regardé directement à travers le parking de la salle de sport. J'étais juste assez près pour qu'il me voie, juste assez loin pour éviter de violer l'ordonnance de restriction. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas salué. Je l'ai juste regardé disparaître à l'arrière d'une voiture de police, de la même manière qu'il m'avait regardé disparaître de ma propre vie 6 mois plus tôt. La réaction d'Emma à l'arrestation de Travis fut tout ce que j'avais espéré et plus encore. Selon le réseau de surveillance de Lenny, elle a passé le premier jour dans un déni complet, appelant le téléphone de Travis à plusieurs reprises et laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Elle a conduit jusqu'à son appartement, jusqu'à sa salle de sport, même jusqu'au poste de police, essayant de trouver quelqu'un qui lui dirait que tout cela était une erreur. Mais au 2e jour, la réalité l'avait rattrapée. Travis ne reviendrait pas. L'homme pour qui elle avait détruit son mariage était un criminel qui l'avait utilisé comme couverture pour ses activités illégales. Et maintenant, elle était seule, au chômage, faisant face à la ruine financière, et mariée à un homme qui avait toutes les raisons de la détester. C'est là qu'elle a commis sa plus grande erreur. Elle est venue me voir. Je quittais l'appartement de Lenny quand j'ai vu sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Elle m'attendait. Probablement depuis des heures. L'ordonnance de restriction disait que je ne pouvais pas la contacter, mais elle ne disait pas qu'elle ne pouvait pas me contacter. Nathan, a-t-elle appelé allô? Est-ce que je marchais vers ma voiture? Nous devons parler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, juste 5 minutes. Elle avait l'air terrible. La femme confiante et bien mise qui m'avait signifié les papiers du divorce était partie. À sa place se trouvait quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Quelqu'un qui était fille. Comprenant enfin ce que cela faisait de perdre le contrôle de son propre récit. Que veux-tu, Emma? Je veux arranger les choses. Arranger quoi?
Notre mariage. Toute cette situation. J'ai fait des erreurs, Nathan. Je le sais. Mais nous pouvons surmonter cela. Je la regardais longuement, essayant de décider si elle était sérieuse. Tu veux arranger notre mariage? Oui. Le mariage que tu as détruit quand tu as commencé à fréquenter ton entraîneur il y a 8 mois. Elle tressaillit à ces mots mais persista. C'était une erreur. J'étais confuse, malheureuse, je cherchais quelque chose qui manquait dans notre relation. Mais je réalise maintenant que ce que je cherchais était toujours là. Tu es un homme bon, Nathan. Nous pouvons reconstruire cela. Reconstruire? Reconstruire. Recommencer. Du conseil conjugal, de la thérapie, tout ce qu'il faut. Je ferai les efforts. Les efforts. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai pris des décisions terribles, mais les gens font des erreurs. Nathan, les gens peuvent changer. Je m'approchai de sa voiture, assez près pour voir le désespoir dans ses yeux. Laisse-moi te demander quelque chose, Emma. Quand tu prévoyais de prendre la moitié de mes biens et de prétendre que j'étais abusif. C'était aussi une erreur? Je n'ai jamais dit que tu étais abusif. Tu as déposé une ordonnance restrictive, affirmant que je t'avais menacé de violence. J'avais peur. Tu semblais différent, en colère. Je ne savais pas ce que tu pourrais faire. Alors, tu as décidé de détruire ma réputation, de prendre mon argent et de me chasser de ma propre vie en guise de frappe préventive contre ta propre peur? Je ne pensais pas clairement. Non, tu pensais très clairement. Tu avais un plan, Emma. Un plan détaillé et méthodique pour m'effacer de l'existence pendant que toi et Travis emménagiez dans ma maison et dépensiez mon argent. La seule chose que tu n'avais pas planifiée, c'est de te faire prendre. Elle se mit à pleurer alors. De grosses larmes théâtrales qui auraient pu m'émouvoir 6 mois auparavant. Je suis désolé, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolé pour tout. Mais nous pouvons arranger ça, Nathan. Nous pouvons le réparer. Tu veux le réparer? Oui. Alors, tu peux commencer par répondre honnêtement à une question. N'importe quoi. Si Travis n'avait pas été arrêté, si ton plan avait fonctionné parfaitement, serais-tu ici en ce moment à essayer de réparer notre mariage? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Nous connaissions tous les deux la vérité. C'est bien ce que je pensais, dis-je en me détournant. Nathan, attends. Non, Emma, tu as fait ton choix. Tu as choisi Travis plutôt que moi. Les mensonges plutôt que la vérité. L'avidité plutôt que l'amour. La seule raison pour laquelle tu es ici maintenant, c'est parce que ton premier choix t'a explosé au visage. Mais je suis là maintenant. Ça doit compter pour quelque chose. Je me retournai pour la regarder une dernière fois. Ça compte pour ce que ça vaut. C'est-à-dire, rien. Je m'éloignai en voiture, la laissant pleurer dans son véhicule. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir taper sur le volant, hurlant contre elle-même, ou contre moi, ou contre l'univers qui avait cessé de se plier à sa volonté. Mais Emma n'avait pas fini de se battre. Au cours du mois suivant, elle lança ce qui ne pouvait être décrit que comme une véritable politique de terre brûlée contre ma vie. Si elle ne pouvait pas me récupérer, elle allait s'assurer que je n'ai plus rien qui vaille la peine d'être conservé. Elle contacta tous les amis que nous avions en commun, leur racontant sa version des faits. Nathan avait changé, était devenu obsessionnel et vindicatif. Il avait d'une manière ou d'une autre orchestré l'arrestation de Travis par jalousie et par dépit. Il était dangereux, instable, et quiconque maintenait le contact avec lui encourageait son comportement destructeur. Elle contacta mes clients, mes anciens collègues, même des gens avec qui j'étais allé à l'université, dressant le portrait d'un homme qui avait perdu la tête à cause de l'infidélité de sa femme et qui s'en prenait maintenant à tout le monde autour de lui. Je m'inquiète pour lui, leur disait-elle. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Je pense qu'il pourrait se faire du mal, ou en faire à quelqu'un d'autre. Elle était prudente, présentant toujours ses avertissements comme de l'inquiétude plutôt que des accusations. Mais l'effet était le même. Les gens commencèrent à m'éviter, annulant des rendez-vous, déclinant des invitations. Mon réseau professionnel commença à s'effriter, et mes relations personnelles se flétrirent sous le poids de la campagne de chuchotis d'Emma. Le pire fut de voir de vieux amis choisir leur camp. Des gens que je connaissais depuis des années devinrent soudain distants, mal à l'aise. Ils ne voulaient pas s'impliquer dans un drame conjugal,
ce qui signifiait qu'il croyait la version d'Emma sans prendre la peine d'écouter la mienne. Mon ami Jake, qui avait été mon témoin à notre mariage, m'appela un soir avec une réticence évidente. « Écoute, mec, dit-il, Emma a contacté Sarah. Elle s'inquiète pour toi. Elle dit que tu agis bizarrement depuis que le divorce a commencé. » Bizarrement comment? Obsessionnel, vindicatif. Elle pense que tu fais une sorte de dépression. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Jake? Il y eut une longue pause. Je pense que le divorce fait faire des choses folles aux gens. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Quelqu'un comme qui? Un thérapeute? Un conseiller? Quelqu'un qui peut t'aider à gérer toute cette colère. Je lui raccrochai au nez. Jake était mon ami depuis 15 ans, mais il connaissait Emma depuis 10 ans. Dans son esprit, la femme qui organisait des dîners et se souvenait des anniversaires ne pouvait pas être la méchante de cette histoire. Il était plus facile de croire que j'avais craqué sous la pression que d'accepter que la personne en qui il avait confiance avait systématiquement détruit des vies. Mais la campagne d'Emma eut une conséquence inattendue. Elle me força à réaliser à quel point la plupart de mes relations étaient superficielles. Les gens qui m'avaient abandonné sur la base de ces mensonges n'étaient pas vraiment des amis. C'étaient des connaissances qui avaient apprécié les avantages sociaux de connaître un couple stable, mais qui n'avaient aucun intérêt pour les réalités compliquées. Les quelques personnes qui restèrent à mes côtés, qui me demandèrent ma version de l'histoire, qui prirent la peine d'examiner les preuves, ce sont ces relations qui valaient la peine d'être sauvées. Et il y eut une autre conséquence inattendue. Les attaques d'Emma étaient si incessantes, si manifestement coordonnées qu'elles commencèrent à paraître suspectes à quiconque y prêtait attention. Karl fut le premier à le remarquer. « Elle en fait trop », me dit-il lors d'un de nos points réguliers. Quand quelqu'un dit la vérité en ayant peur de son ex, il ne lance généralement pas une campagne de relations publiques à ce sujet. Il reste juste loin et essaie de guérir. Mais les gens la croient. Certaines personnes, celles qui veulent la croire, qui ont besoin de croire que le monde a un sens et que les mauvaises choses n'arrivent qu'aux gens qui les méritent. Mais d'autres personnes commencent à poser des questions. Il avait raison. L'histoire d'Emma avait des trous, et plus elle parlait, plus ces trous devenaient évidents. Si j'étais vraiment dangereux, pourquoi donnait-elle des interviews télévisées sur notre divorce? Si je la harcelais, pourquoi ne pouvait-elle fournir aucune preuve? Si c'était moi qui avais orchestré l'arrestation de Travis, comment avais-je fait alors que j'étais sous ordonnance restrictive et que je vivais dans un sous-sol? La percée vint quand Emma accepta d'apparaître dans une émission matinale locale pour parler de la survie à l'abus émotionnel. Elle s'était réinventée en défenseuse des victimes de violences domestiques, parlant publiquement de l'importance de reconnaître la manipulation psychologique et le gaslighting dans les relations. C'était une décision intelligente, se positionnant comme la victime plutôt que comme l'agresseur. Mais Emma avait toujours été trop confiante dans sa capacité à contrôler les récits, et la télévision en direct était une bête différente des conversations privées. Mon mari semblait être un homme bon, dit-elle à l'animatrice, les larmes coulant sur son visage. Calme, stable, fiable. Mais sous cette surface se cachait quelqu'un qui avait besoin de tout contrôler et de tout le monde autour de lui. Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous étiez dans une relation abusive? Ce fut graduel. De petites choses au début, vérifier mon téléphone, remettre en question mes amitiés, me faire rendre compte de chaque minute de ma journée. Puis cela a dégénéré. Il est devenu obsédé par mon emploi du temps, mes activités, même ma routine d'entraînement. Cela a dû être terrifiant. Ça l'était. Et quand j'ai finalement trouvé le courage de partir, il ne pouvait pas l'accepter. Il est devenu vindicatif, complotant des stratagèmes élaborés pour me punir d'avoir choisi mon propre bonheur. L'animatrice hocha la tête avec sympathie. Quel conseil donneriez-vous à d'autres femmes dans des situations similaires? Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Et ne sous-estimez pas ce qu'un homme manipulateur fera quand il perdra le contrôle. C'était une performance convaincante, et elle aurait pu fonctionner si Emma s'était arrêtée là. Mais elle ne put résister à ajouter un détail de plus, une touche supplémentaire pour rendre son histoire plus dramatique. Il a même réussi à faire arrêter mon petit ami sous de fausses accusations, dit-elle. C'est jusqu'où il était prêt à aller pour détruire ma vie. L'animatrice parut confuse. Votre petit ami? Emma réalisa son erreur immédiatement, mais il était trop tard. Je veux dire, l'homme que je voyais après notre séparation. Nathan ne supportait pas l'idée que je puisse être heureuse avec quelqu'un d'autre.
Mais n'étiez-vous pas encore marié lorsque vous avez commencé cette relation? Le visage d'Emma devint blanc. Nous étions séparés. Légalement séparés. Émotionnellement séparés. Notre mariage était terminé depuis des années. Mais vous viviez toujours ensemble. C'est compliqué. L'animatrice était maintenant clairement mal à l'aise, réalisant que le récit de la victime n'était pas aussi net qu'on le lui avait fait croire. L'interview se termina rapidement après cela, mais le mal était fait. Lenny avait enregistré la diffusion, bien sûr, et en quelques heures, il avait créé une vidéo compilant les affirmations d'Emma à la télévision avec des enregistrements audio de ses discussions antérieures, où elle parlait de ses plans pour me piéger pour abus. Elle m'a traité de manipulateur, dis-je en regardant la vidéo pour la 3e fois. Mais écoute ça. Il passa la voix d'Emma d'il y a des mois, Nathan est inoffensif, doux. Il ne le découvrira jamais. Et même s'il le fait, qu'est-ce qu'il va faire alors? Et ça, dit-il, passant à son interview télévisée. J'étais terrifié par ce qu'il pourrait faire. Il est devenu obsédé, vindicatif, dangereux. 2 histoires complètement différentes. La même femme, un public différent. La question est, pour quel public vas-tu jouer maintenant? Cette nuit-là, je pris une décision qui aurait horrifié le vieux Nathan, mais qui parut parfaitement naturelle au nouveau. J'avais fini de jouer en défense. J'avais fini d'essayer de prouver mon innocence à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais coupable. J'avais fini d'être doux. Il était temps de passer à l'offensive. Je commençais par la situation professionnelle d'Emma. Elle était au chômage depuis que son entreprise l'avait discrètement licenciée suite à l'arrestation de Travis et au scandale entourant leur relation. Mais Emma racontait aux gens qu'elle avait démissionné volontairement pour se concentrer sur sa guérison suite à notre mariage abusif. La vérité était plus compliquée. L'ancien employeur d'Emma avait découvert qu'elle utilisait les ressources de l'entreprise, y compris son accès au RH, pour enquêter sur mes dossiers financiers, mon historique d'emploi et mes informations personnelles. Elle avait également partagé des données confidentielles d'employés avec Travis, qui les avait utilisées pour ses stratagèmes de vol d'identité. L'entreprise l'avait discrètement enquêté pendant des mois, montant son propre dossier pour d'éventuelles poursuites pénales. Il s'était seulement retenu parce que poursuivre une employée des RH pour vol de données aurait créé un cauchemar de relations publiques. Mais c'était avant qu'Emma ne commence à donner des interviews télévisées affirmant être une victime d'abus domestiques tout en impliquant son ancienne entreprise dans la facilitation de cet abus. Elle dit que nous aurions dû reconnaître les signes et intervenir, me dit l'ancien patron d'Emma quand je l'ai contacté. Elle affirme que nos politiques RH n'ont pas réussi à la protéger de son mari abusif, même si c'est elle qui utilisait ces politiques pour me harceler. Exactement. Et maintenant, nous recevons des appels de journalistes qui posent des questions sur nos protocoles de violence domestique et si nous avons manqué à notre devoir de protéger nos employés. Ça doit être frustrant. C'est plus que frustrant. C'est passible de poursuite. Nous avons été patients avec Emma par respect pour ce que nous pensions qu'elle traversait. Mais si elle va traîner notre entreprise dans son drame personnel tout en répandant des mensonges sur nous, nous allons devoir nous défendre. Comment? En divulguant les preuves de sa mauvaise conduite. Tout. Le vol de données, la conspiration avec Travis, l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Nous sommes assis dessus depuis des mois, mais elle nous force la main. Je ne lui ai pas demandé d'entreprendre une action spécifique. Je n'en avais pas besoin. Emma avait acculé son ancien employeur, et ils allaient se défendre de la seule manière possible, en disant la vérité. L'histoire éclata 3 jours plus tard dans le journal économique local. Ancienne responsable des RH accusée de vol de données et de conspiration en matière de fraude d'ID. IT. L'article détaillait l'utilisation par Emma de son accès à l'entreprise pour obtenir illégalement des informations personnelles sur les employés et leurs conjoints, qu'elle avait ensuite partagées avec Travis pour diverses activités criminelles. Mais le vrai dommage vint des citations que les anciens collègues d'Emma fournirent aux journalistes. Elle posait toujours des questions inappropriées sur la vie personnelle des gens, dit un collègue. Nous pensions qu'elle était juste amicale, mais avec le recul, il semble qu'elle recueillait des informations. Emma avait accès aux contacts d'urgence de tout le monde, aux informations d'assurance, même aux dossiers scolaires de leurs enfants, ajouta un autre. Si elle partageait cela avec des criminels, cela explique beaucoup de choses sur les cambriolages et les cas de vol d'identité que nous avons vus dans notre quartier. Le plus troublant, conclut son ancien superviseur, c'est qu'elle se positionne maintenant comme une victime, alors que les vraies victimes sont les familles dont elle a violé la vie privée.
La campagne médiatique d'Emma s'effondra du jour au lendemain. L'émission matinale qu'il avait mise en vedette publia des excuses publiques et retira l'interview de son site web. Les organisations de lutte contre la violence domestique qui avaient prévu de la présenter comme conférencière annulèrent discrètement ses apparitions. Plus important encore, les gens commencèrent à poser des questions sur ses autres affirmations. Si elle avait menti sur sa situation professionnelle, sur quoi d'autre avait-elle menti? Si elle avait travaillé avec des criminels pour voler des informations personnelles, était-elle vraiment la victime dans son mariage? Où y avait-il plus à l'histoire? Les dominos tombaient, mais Emma avait encore une carte à jouer, nos amis communs. Elle organisa ce qu'elle appela un « cercle de guérison », une séance de thérapie de groupe où nos vieux amis pouvaient se réunir pour traiter le traumatisme de l'implosion de notre mariage. Elle était prévue un samedi après-midi chez Jake et Sarah, et tous ceux avec qui nous avions déjà socialisé étaient invités. La prémisse était simple, Emma partagerait sa vérité sur notre relation, et nos amis auraient l'occasion de poser des questions et d'offrir leur soutien. C'était présenté comme un moyen pour tout le monde d'aller de l'avant ensemble, de guérir les divisions que notre divorce avait créées dans notre cercle social. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que Carl avait également été invité. Carl livrait le courrier dans notre quartier depuis 6 ans. Il connaissait tout le monde, avait participé à leur barbecue et à leur fête de quartier, était considéré comme faisant partie du tissu communautaire. Lorsque Sarah lui mentionna le cercle de guérison, il demanda s'il pouvait y assister. « J'ai vu toute cette situation se dérouler », lui dit-il. « Je pense que j'ai peut-être une perspective qui pourrait aider tout le monde à comprendre ce qui s'est réellement passé. » Sarah, qui cherchait désespérément une solution à la gêne qui empoisonnait chaque réunion sociale depuis des mois, accepta immédiatement. Je n'étais pas invité, bien sûr. Le cercle de guérison était conçu pour aider nos amis à gérer leurs relations avec moi en mon absence, à leur donner la permission de couper les ponts sans culpabilité. Mais Carl était là, et Carl avait apporté un ordinateur portable. « Je veux vous montrer quelque chose », dit-il pendant la présentation d'Emma sur mon comportement manipulateur et ma manipulation psychologique. « Je pense que vous méritez de connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans notre quartier. » Ce qui suivit fut une présentation de 2 heures qui détruisit chaque mensonge qu'Emma avait raconté et exposa chaque stratagème qu'elle avait orchestré. Carl leur montra la chronologie de son aventure avec Travis, les preuves de sa fraude financière, les enregistrements d'elle planifiant de me piéger pour abus. Mais le plus dommageable de tout, il leur montra des images d'Emma répétant son histoire de victime, répétant ses larmes et sa voix tremblante devant son miroir de salle de bain. « Elle a joué la comédie pour vous tous », dit Carl au groupe stupéfait. Chaque conversation, chaque appel à l'aide, chaque larme, tout a été calculé pour manipuler vos émotions et vous retourner contre Nathan. Jake, qui avait été l'un des plus fervents partisans d'Emma, semblait avoir été giflé. « C'est réel ?» demanda-t-il, fixant l'écran où Emma pratiquait son expression d'oiseau blessé. « Tout. J'ai tout documenté pendant des mois, attendant le bon moment pour montrer aux gens ce qui se passait réellement. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt? M'auriez-vous cru? Emma est très douée pour jouer la victime. Elle vous a tous convaincus que Nathan était le monstre pendant qu'elle détruisait systématiquement sa vie et conspirait avec des criminels pour voler vos voisins. » Sarah pleurait, mais pas pour Emma. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que nous lui avons fait? » Vous avez cru un mensonge, dit simplement Carl. La question est, qu'allez-vous faire maintenant que vous connaissez la vérité? Les conséquences du cercle de guérison furent rapides et brutales. En 24 heures, Emma se retrouva complètement isolée. Les amis qui l'avaient soutenue, défendue, qui avaient favorisé sa campagne contre moi, ils disparurent tous. Pire encore, ils étaient en colère. Ils se sentaient manipulés, utilisés, trahis. Ils avaient investi de l'énergie émotionnelle à consoler Emma et à me diaboliser pour découvrir qu'ils avaient été les participants d'une fraude élaborée. Jake m'appela ce dimanche matin. « Nathan, j'ai merdé, mec. Je suis tellement désolé. » « C'est bon, Jake. »« Non, ce n'est pas bon. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû poser des questions au lieu de juste la croire. Elle est très convaincante. C'est une sociopathe. Ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle nous a fait à tous. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Je n'ai pas contredit. Peux-tu me pardonner, demanda Jake. C'est déjà fait. Comment? Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Parce que tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Mais Emma n'avait pas fini.
Même avec son réseau de soutien social disparu, sa réputation détruite et ses mensonges exposés, elle avait un dernier coup à jouer. Elle décida de fuir. Je la pris par Karl, qui surveillait son activité dans le cadre de son projet de documentation en cours. Elle a fait ses bagages et est partie, me dit-il. On dirait qu'elle quitte l'État. Où? Je ne sais pas encore, mais elle liquide tout. A vendu sa voiture, fermé ses comptes bancaires, même essayé de vendre des bijoux qui, j'en suis presque sûr, appartenaient à d'autres victimes de Travis. Elle fuit ou elle se regroupe? Emma n'est pas du genre à simplement disparaître et recommencer. Elle planifie quelque chose. Il avait raison. 3 jours plus tard, je reçus un appel d'un détective d'un autre État. Monsieur Peterson, ici le détective Williams du bureau du shérif du comté. J'appelle à propos de votre femme, Emma Peterson. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déposé une plainte à la police, affirmant que vous la harcelez et la suivez à travers les États. Elle dit que vous l'avez suivie ici et que vous continuez à menacer sa sécurité. Je n'ai pas quitté l'État depuis 6 mois. Pouvez-vous le prouver? Je pouvais, en fait. Le réseau de surveillance de Lenny ne surveillait pas seulement les autres. Il me surveillait aussi. Chaque mouvement, chaque emplacement, chaque activité était documentée et horodatée. Détective, je peux vous fournir des journaux GPS, des séquences vidéo, des relevés de cartes de crédit et une douzaine de témoins qui peuvent vérifier ma localisation pour chaque jour des 6 derniers mois. Je n'ai pas été à moins de 100 miles de votre juridiction. C'est une documentation inhabituellement exhaustive. J'ai appris à me protéger de votre femme, des fausses accusations. Il y eut un silence. Monsieur Peterson, puis-je vous demander quelque chose, officieusement? Bien sûr. Votre femme est-elle mentalement stable? C'était la première fois qu'un membre des forces de l'ordre me posait cette question, et je dus réfléchir à la façon d'y répondre. Détective, ma femme est extrêmement intelligente, très manipulatrice et totalement dépourvue de conscience. Que cela constitue une maladie mentale ou simplement de la méchanceté, je laisserai les professionnels en décider. Elle a semblé très convaincante lorsqu'elle a déposé son rapport. Elle l'est toujours. C'est ce qui la rend dangereuse. Le détective me rappela 2 jours plus tard. Monsieur Peterson, nous avons terminé notre enquête sur les allégations de votre femme et nous avons renvoyé son dossier à notre unité de fraude. Il s'avère qu'elle a utilisé la même tactique sur 3 hommes différents dans notre région, prétendant que chacun d'eux la harcelait pendant qu'elle les dépouillait systématiquement. Est-elle arrêtée? Elle est partie. Elle s'est volatilisée avant que nous puissions l'interroger, mais nous avons émis un mandat d'arrêt et nous avons informé les autres juridictions de surveiller son mode de comportement. Emma avait finalement abusé de son jeu. Son besoin d'être la victime, d'être le centre de l'attention, de toujours avoir quelqu'un d'autre à blâmer pour ses problèmes. Cela l'avait poussée à continuer à utiliser la même arnaque jusqu'à ce qu'elle soit prise. Mais pour moi, sa disparition n'était pas une victoire. C'était juste la fin d'un chapitre. Je passais le mois suivant à reconstruire ma vie, à renouer avec les amis qui m'avaient soutenu, à réparer ma réputation professionnelle et à essayer de comprendre qui j'étais censé être maintenant que la guerre était terminée. Cela aurait dû ressembler à une clôture, mais ce ne fut pas le cas. Emma était partie, Travis était en prison, et j'avais été blanchi aux yeux de tous ceux qui comptaient. Mais je me sentais toujours vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été brûlé en moi pendant ces mois de lutte. C'est alors que Karl fit sa dernière livraison. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en me tendant une épaisse enveloppe. « Considère ça comme un cadeau de départ. » De départ? Je prends ma retraite, je déménage en Floride. Je me suis dit qu'il était temps de laisser quelqu'un d'autre gérer le drame du quartier. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un dossier complet sur les activités d'Emma au cours de l'année écoulée. Non seulement les séquences de surveillance et les enregistrements audio que j'avais déjà vus, mais aussi des dossiers financiers, des journaux de communication, et même des profils psychologiques que Karl avait apparemment commandés à un détective privé. « Comment as-tu eu tout ça ?» Karl esquissa ce sourire tordu une dernière fois. « J'étais flic, Nathan. 25 ans avec la police municipale avant de prendre ce job de livreur. Quand j'ai vu ce qu'Emma te faisait, ça m'a rappelé des affaires sur lesquelles j'avais travaillé. Des prédateurs qui utilisaient le système pour chasser leurs victimes. Tu l'as enquêté pendant tout ce temps? J'ai monté un dossier, pas seulement contre elle, mais contre tout le réseau dont elle faisait partie. Travis ne travaillait pas seul, et Emma n'était pas sa seule complice.
Il y a toute une opération de gens qui utilisent la romance et les relations pour commettre des crimes financiers. Et maintenant le FBI a tout ce dont il a besoin pour la fermer. Emma n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, mais c'est la pièce qui va faire tomber toute l'opération. Je fixais le dossier, pensant à tout ce qu'Emma m'avait fait subir, à tout ce qu'elle avait détruit, à tout ce qu'elle avait blessé. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Prison fédérale. S'il l'attrape, 20 ans à perpétuité pour conspiration, fraude, vol d'identité, et une douzaine d'autres accusations. Elle a choisi le mauvais quartier pour monter son coup. Et s'il ne l'attrape pas? Karl haussa les épaules. Alors elle continue de fuir, continue de blesser des gens jusqu'à ce qu'elle choisisse finalement la mauvaise cible. Les gens comme Emma ne s'arrêtent pas, Nathan. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. Cette nuit-là, je m'assis dans mon nouvel appartement, plus petit que la maison que j'avais partagée avec Emma, mais propre et honnêtement à moi, lisant le dossier de Karl. Emma ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait utilisé des variantes de la même arnaque pendant des années, passant de ville en ville, de mari en mari, laissant derrière elle une traînée d'hommes brisés et d'argent volé. Je n'étais pas sa première victime, et je n'aurais pas été sa dernière. Mais j'étais le premier à avoir riposté efficacement. Le premier à avoir été assez intelligent, assez en colère et assez patient pour retourner ses propres armes contre elle. Le vieux Nathan l'aurait plainte, se serait demandé ce qu'il avait transformé en ce genre de personne capable de détruire des vies sans conscience. Le nouveau Nathan se sentait juste fatigué. Je refermais le dossier et le rangeais. Quoi qu'il arrive à Emma maintenant, cela échappait à mon contrôle. Le FBI s'occuperait de son destin légal, et le karma s'occuperait du reste. Mais j'avais encore une chose à faire. Le lendemain matin, je me rendis au poste de police et entrai dans l'unité des détectives. Je suis là pour voir le détective Harris, dis-je au sergent de service. Je veux retirer les charges contre mon ex-femme. Le détective Harris parut confus lorsque je lui expliquai ce que je voulais. Monsieur Peterson, êtes-vous sûr de cela? Nous avons des preuves solides de fraude, de parjure et de dépôt de fausses déclarations. Ce sont des crimes graves. Je sais que votre ex-femme vous a fait vivre un enfer. Elle a essayé de détruire votre vie, votre réputation, vos relations. Pourquoi voudriez-vous la laisser s'en tirer? J'y réfléchis un instant, essayant de trouver des mots pour quelque chose que je n'étais pas sûr de comprendre moi-même pleinement. Parce que je ne veux pas être le genre d'homme qui détruit les gens, même les gens qui le méritent. Je veux la justice, pas la vengeance. Il y a une différence. La justice consiste à arranger les choses. La vengeance consiste à faire du mal. Emma a déjà perdu tout ce qui comptait pour elle, sa réputation, ses relations, sa liberté de nuire aux gens sans conséquence. Lui ajouter une peine de prison ne me fera pas me sentir mieux. Et si elle blesse quelqu'un d'autre, alors ce sera entre elle et eux. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à essayer de protéger le monde d'Emma. Je ne peux que me protéger moi-même. Le détective Harris me regarda comme si j'étais fou. Mais il traita les papiers. En sortant de ce poste de police, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, la paix. Non pas parce qu'Emma était partie. Non pas parce que j'avais gagné, non pas parce que la justice avait été rendue, mais parce que j'avais choisi de cesser de porter le poids de ses crimes. L'ancien Nathan était doux parce qu'il avait peur des conflits, peur de blesser les gens, peur d'être perçu comme le méchant. Le nouveau Nathan était doux parce qu'il choisissait de l'être. Parce qu'il comprenait que la force ne consistait pas à ce que l'on pouvait détruire. Elle consistait à ce que l'on choisissait de construire. Ce soir-là, je rangeais les derniers de mes vieux dossiers quand je trouvais quelque chose que j'avais oublié, le DVD original que Karl avait livré, celui qui avait déclenché tout ce cauchemar. Je le tins à la lumière, regardant les reflets arc-en-ciel danser sur sa surface. Une si petite chose pour avoir causé tant de destruction. Quelques gigaoctets de données qui avaient révélé la vérité sur mon mariage et changé la trajectoire de 3 vies. Je pensais à le détruire, à le brûler, à l'écraser ou à le jeter. Mais à la place, je le remis dans son étui et écrivis une note sur l'étiquette, preuve de qui j'étais. Puis je le verrouillai dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que je voulais me souvenir de la douleur, mais parce que je ne voulais jamais oublier la leçon. Les gens vous blesseront. Les gens vous mentiront. Les gens essaieront de vous détruire pour leur propre divertissement, profit ou commodité. Mais le choix de qui vous devenez en réponse à cette douleur. Ce choix vous appartient toujours. Emma avait essayé de faire de moi une victime, puis un méchant, puis rien du tout. Au lieu de cela,
elle avait fait de moi quelqu'un que je pouvais réellement respecter. 6 mois plus tard, je reçus un appel du détective Williams, le policier qui avait enquêté sur les fausses allégations de harcèlement d'Emma. « Je pensais que vous voudriez savoir, dit-il. Nous l'avons attrapée. » Où ? Phoenix. Elle montait la même arnaque avec un homme là-bas, mais il s'est avéré être un agent fédéral sous couverture travaillant pour une force opérationnelle contre le vol d'identité. Va-t-elle en prison ? 25 ans, prison fédérale, pas de libération conditionnelle. Le juge a dit que c'était l'un des stratagèmes de fraude les plus élaborés et les plus cruels qu'il ait jamais vus. Combien de victimes ? 43 hommes en 8 ans. Elle a volé près de 2 millions de dollars au total, détruit des dizaines de vies, causé au moins 3 suicides dont nous avons connaissance. Je restais un long moment avec cette information, pensant aux hommes qui n'avaient pas eu autant de chance que moi, qui n'avaient pas eu de Carl pour veiller sur eux ou de Lenny pour les aider à riposter. Merci de me l'avoir dit, dis-je finalement. Il y a autre chose. Elle veut vous voir. Quoi ? Elle a demandé à vous rencontrer. Elle prétend qu'elle veut s'excuser, faire amende honorable, s'expliquer. Son avocat pense que cela pourrait aider son appel. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle continue de jouer même depuis la prison. Mais le choix vous appartient. J'y réfléchis pendant exactement 3 secondes. Non. Vous êtes sûr ? Ça pourrait vous donner une sorte de clôture. J'ai déjà ma clôture. Emma n'a plus sa place dans ma vie. Même pas pour s'excuser. C'est juste. Je ne peux pas vous blâmer. Après avoir raccroché, je réalisais quelque chose. Je ne ressentais plus de colère. Ni contre Emma, ni contre Travis, ni contre les amis qui m'avaient abandonné, ni contre le système qui m'avait fait défaut. La colère avait été utile pendant un temps, elle m'avait donné l'énergie de riposter quand j'en avais eu besoin. Mais la colère est comme le feu. Elle brûle ce que vous lui donnez à manger, y compris vous-même si vous n'y prenez pas garde. J'avais choisi de cesser de la nourrir, et maintenant elle était partie. Ce qui restait était quelque chose de plus pur, de plus calme, mais infiniment plus fort. La connaissance que je pouvais survivre à tout, que je pouvais me protéger sans devenir la chose qui m'avait blessé, que je pouvais choisir la douceur comme position de pouvoir plutôt que de faiblesse. L'ancien Nathan était doux parce qu'il ne savait pas être dur. Le nouveau Nathan était doux parce qu'il avait appris la différence entre la force et la cruauté, entre la justice et la vengeance, entre se protéger et détruire les autres. Emma avait essayé de me briser, et d'une certaine manière, elle l'avait fait. Elle avait brisé l'homme naïf qui croyait que la bonté suffisait à le protéger des mauvaises personnes. À sa place, elle avait créé quelqu'un de plus dur, de plus intelligent, de plus prudent, mais non moins gentil. Quelqu'un qui comprenait que la meilleure vengeance contre ceux qui essaient de vous rendre cruel est de rester humain malgré tout. Quel cul. Elle qui savait que gagner ne consiste pas à détruire vos ennemis. Cela consiste à refuser de laisser vos ennemis vous détruire. Je n'ai jamais revu Emma. Je n'ai jamais reparlé à Travis après son arrestation. Je n'ai jamais regardé en arrière la vie qu'ils avaient essayé de me voler. Au lieu de cela, j'en ai construit une nouvelle, meilleure que l'ancienne, fondée sur des vérités plus dures, mais un terrain plus doux. Et chaque matin, quand je me réveillais dans mon petit appartement honnête, je souriais à la même pensée, ils m'ont traité de brisé, jusqu'à ce que je les brise tous. Mais je les avais brisés en refusant de me briser, et cela a fait toute la différence.